30 000 personnes déjà ont acheté ce livre. C'est pourtant lundi seulement que le prix Goncourt sera décerné officiellement à André Schwartzbart. Jusque-là, il se cache. Depuis que les Goncourt en ont fait officieusement leur lauréat, André Schwartzbart a disparu. Mais pour vous, il a bien voulu nous recevoir dans cette grande maison de Montmorency, appelée Le Renouveau, où en 1945, une centaine d'enfants juifs furent accueillis, qui tous étaient orphelins du fait des persécutions nazies. Parmi ces orphelins, il s'en trouvait deux qu'André Schwartzbart venait voir régulièrement chaque dimanche. C'étaient ses deux frères. Pendant 10 ans, chaque dimanche, ou presque, Schwartzbart est venu prendre sa place ainsi entre Madame François, qui dirige le Renouveau, et son mari, Monsieur Huguer. En ce temps-là, les enfants dessinaient sur les murs le petit train de Montmorency qui allait disparaître. En ce temps-là, André Schwartzbart était ouvrier dans une usine de tracteurs, la MAP. André Schwartzbart, lorsque vous travaillez à la MAP comme ajusteur, votre seul diplôme à ce moment-là, en dehors du CAP d'ajusteur précisément, était le certificat d'études, n'est-ce pas? Oui. C'est à ce moment-là que vous vous êtes mis à lire et vous avez commencé, presque peut-être sans le savoir, à préparer votre bachot. Vous deviez passer en 1949. C'est ça, oui. Vous travailliez le soir, je pense. Oui, oui. Et puis dans le métro. Parce que pour aller à Saint-Denis, à peu près une heure et demie, parce qu'il y a 1 heure de métro environ pour moi à l'époque, plus une demi-heure d'autobus de la porte de Clignancourt à Saint-Denis-Pléienne. Après avoir passé votre bachot, vous êtes entré en Sorbonne, vous y êtes resté 3 semaines et puis brusquement vous en êtes parti. Pourquoi? Parce que j'étais déçu. Parce que pendant toute la période où j'étudiais, je croyais à d'une manière naïve, bien sûr, je me rends compte aujourd'hui, une valeur intrinsèque de la culture. Je croyais que, comme dans un contexte juif, la culture est liée à une élévation de l'âme. Et étant donné que je n'avais pas connu d'étudiants, puisque j'avais travaillé seul, la rencontre des étudiants, qui était pour moi tout à fait étranger, m'a d'une certaine manière glacé. J'ai cessé de croire et j'ai préféré revenir au monde que je connaissais, aux valeurs qui étaient les miennes, qui étaient une fraternité simple dans le travail ou dans la vie, sans beaucoup de phrases. J'avais une telle méfiance des phrases que j'ai cessé de lire pratiquement pendant 1 an. C'est à ce moment-là que vous êtes entré chez M. Rosner et que vous avez appris le métier de tailleur mécanicien. Oui, c'est lui qui m'a appris la confection. Il en est fier d'ailleurs. Oui, je ne sais pas s'il a lieu d'en être fier parce que je ne suis pas sûr d'avoir été un bon ouvrier. Mais enfin, j'ai fait ce que je pouvais. Lorsque vous avez quitté la Sorbonne, pourquoi n'êtes-vous pas rentré à la MAP? Eh bien, parce que j'étais bachelier. Parce que entrer dans une usine, ça ne va pas sans faire état de papier. Et que c'était pour le moins saugrenu, ridicule, de revenir travailler dans une usine comme ouvrier avec un bachot. Et d'ailleurs, ce bachot m'a gêné toute ma vie. Toute ma vie. Après avoir quitté M. Rosner, vous avez fait beaucoup d'autres métiers. Je voudrais que ces fiches de paie que vous avez là sur la table vous aident à nous raconter ces divers métiers que vous avez eus. Je crois qu'ensuite vous êtes allé chez M. Solnik. Oui, chez lui, j'ai travaillé comme manutentionnaire. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? J'ai aidé à faire les colis. J'ai aidé souvent aussi à les ficeler et à les amener à la poste. Vous faisiez ce que fait ce garçon en ce moment? Oui, c'est ça. Un peu plus tard, vous êtes entré chez M. Padova. Oui.
Qu'est-ce qu'il fait, M. Padova? Monsieur Padova a un métier assez rare en France. Il est essayeur de métaux précieux. Ça signifie qu'il reçoit tous les rebuts, tous les déchets des ateliers de bijouterie de France. Vous étiez à la broyeuse. Oui, et également à la tamiseuse, parce que il s'agit d'obtenir une poussière très fine. Vous faisiez dans ce temps ce que Max fait maintenant. Oui, c'était l'apprenti, et je m'en souviens avec beaucoup de plaisir. Et il m'appelait l'homme à la poussière. Vous savez, on travaille avec un masque, parce que cette poussière est quand même assez nocive. Elle finit par s'incruster dans la peau, et la cerne est d'autant plus visible que la partie qui est masquée est plus blanche. Alors ça donne des cernes, c'est assez... Combien d'argent vous fallait-il par mois pour vivre dans ces temps-là, c'est-à-dire il y a encore 3 mois? Il m'est arrivé de vivre avec 35. Il m'est arrivé de vivre avec 15 000. Seulement, il y a quelques mois, quand ce travail se trouvait terminé, j'ai quand même essayé de tirer des plans pour organiser le travail à venir. Et je me suis bien rendu compte qu'on ne peut plus vivre avec 15 000 et on ne peut même plus vivre, si je peux dire normalement, avec 20 000. Ça m'avait posé beaucoup de problèmes il y a 4 mois. Quelle avait été la solution? Oh, il fallait que je m'organise. Il fallait? Que je m'organise sur d'autres bases. Pour vivre encore plus simplement? Oui. Ne plus fumer, par exemple? Oui. Maintenant, le Goncourt a fait de vous un homme, non seulement le Goncourt, même avant déjà, les tirages du dernier des Justes étaient déjà très importants, mais maintenant que vous êtes, on s'appelle un homme riche, non, presque, on pourrait dire. Comment prenez-vous cela? Riche, à ce point riche que je ne me rends pas compte. Comment je prends ça? Je ne sais pas ce qu'il y a à apprendre. C'est comme une nouvelle, ça se prend bien ou mal. Il y a beaucoup d'aspects dans cette situation nouvelle qui se présente pour moi. L'aspect matériel, qui est très réel, et envers quoi j'éprouve un soulagement. C'est-à-dire que je n'ai plus l'angoisse du lendemain. Bien sûr, je sais que j'ai des motifs à me sentir content, mais par contre, d'autres choses m'inquiètent tellement que j'en oublie d'être content. Qu'est-ce qui vous inquiète? D'abord, je crois, il y a cette même chose qui, à une certaine époque, m'a fait fuir la Sorbonne. C'est-à-dire que j'ai, n'est-ce pas, on parle Goncourt par-ci, Goncourt par-là, mais en fait, je suis un jeune homme et si j'avais derrière moi plus d'expérience, plus d'âge, cette même chose qui m'inquiète aujourd'hui peut-être ne m'inquiéterait pas. Mais c'est en tant que jeune homme qu'elle m'inquiète. Je veux dire que j'accepte que ce Goncourt
change mes conditions de vie, mais je refuse, je ne voudrais pas que ça change ma vie, qui est différente. Vous avez reçu, depuis que votre livre a été publié, beaucoup de lettres de gens qui vous considèrent comme le porte-parole du judaïsme. Acceptez-vous d'être considéré ainsi? Certains gens me considèrent ainsi. Or, ça n'est pas possible. Je ne suis pas qualifié pour jouer ce rôle. Sur le plan judaïque, proprement dit, mes connaissances ne font pas de moi un porte-parole du judaïsme, ne font pas de moi un spécialiste. Je suis un autodidacte du judaïsme. Ça signifie que j'ignore beaucoup de choses. Cela signifie que je me trompe dans beaucoup de domaines. Et à preuve qu'on a pu relever des erreurs dans mon travail. Je suis d'ailleurs surpris qu'il n'y en ait pas davantage. Est-ce seulement le savoir qui vous manque pour être le porte-parole du judaïsme? La foi ne vous manque-t-elle pas aussi? Je ne sais même pas si elle me manque. C'est vous dire à quel point elle me manque. J'ai été croyant jusqu'à l'âge de 13 ans et demi. Et puis, un événement est arrivé, et du jour au lendemain, j'ai cessé d'être croyant. Et cela fait seulement quelques années que ce problème, que j'avais cru résolu d'une certaine façon par la négative, se repose. Et à cet égard, je suis dans un état de recherche, dans un état d'obscurité. Je ne sais pas si je crois, et je ne sais pas si je ne crois pas. Je sais que des problèmes se posent, qu'ils s'imposent même à moi, mais je ne les ai pas résolus. Maintenant que vous n'avez plus besoin d'un second métier pour vivre, allez-vous devenir un écrivain professionnel, un homme dont la profession est d'écrire à l'exclusion de tout autre? Ou bien pensez-vous qu'il vous sera nécessaire de travailler péniblement comme vous l'avez fait jusqu'ici? D'abord, je ne crois pas que le fait d'écrire puisse devenir tout simplement une profession. Je veux dire que même si l'on vit de l'écriture, l'écriture n'est pas un métier, dans le sens où je l'entends. Il se trouve ou il ne se trouve pas qu'on en vit. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas pour ça un métier. Les uns voient dans votre livre un témoignage, les autres une épopée, celle du peuple juif. Pour vous, ce roman, c'est d'abord un hommage, n'est-ce pas? C'est d'abord tout simplement un petit caillou blanc qu'on pose sur une tombe. Et maintenant, on me demande de prononcer des discours devant cette tombe. Ce n'est pas ça ce que j'ai voulu faire. Je ne suis pas qualifié pour ça. Simplement, j'ai voulu poser un petit caillou.